Coucou chef, Bonsoir Naïma, comment tu vas? vous allez bien? Je vais très bien. Ça Bonsoir va, Liban aussi, bonsoir Sidikou. Oui Naïma, tu disais? j'ai dit que je me portais bien aussi, merci. Super. Tu es bavard ce soir, c'est assez particulier. Mhm. Ok. Alors, comme à l'accoutumée, naturellement, les gens, ils prennent un peu le temps de venir. Voilà, ils arrivent un à un. Cela fait très plaisir. Grand-père Sidikou, tu m'entends, s'il te plaît? Fais-moi savoir si tu m'entends ou pas. Bon, oui, je t'entends, je te reçois. Super, super. Voilà qui est bien. Ouais, ouais, merci. Je suis le premier surpris parce que ce soir, j'ai le grand frère Sidikou avec moi. Même pour l'avoir au téléphone, c'est autre chose. Je pense que c'est la Providence qui est avec nous ce soir. Ah, et en plus, il est encore au Alors, bureau. Oh là là. ouais, on n'a pas le choix. Oui, En oui, tout je cas, comprends. merci. Je comprends. Merci, Très, très, merci, très, hein. très, très, très content de t'avoir avec nous. Ça OK. fait très plaisir. J'ai voulu ça depuis. Bon, je t'apprends rien. Je l'ai voulu pendant un bon bout de temps. J'ai Oui, bataillé, bataillé, bataillé. J'ai milité, milité, comme on dit. Et il y a un début à tout. ça. Super, super. Alors, pour ne pas perdre du temps, déjà, la bonne nouvelle, c'est que c'est enregistré. Donc, les gens pourront toujours revoir ça dès le début, même ceux qui vont arriver plus tard en retard. Donc, avant de commencer, OK. je vais te laisser te présenter au public qui est là et qui verra plus tard. Les gens vont arriver un à un. Ils ont l'habitude d'arriver un peu en retard. Donc, dans tes OK. propres mots, parce que c'est toujours mieux que la personne se présente elle-même. Donc, dans tes propres mots, qui est Sidikou Boubacar et qu'est-ce qu'il fait de la vie? OK. Merci, Ahmed. Euh, Vraiment, merci pour cette occasion, hein, que tu nous donnes de nous présenter et de partager notre petite expérience parce que souvent, c'est un peu rare qu'on se retrouve dans des situations comme ça. Bon, souvent, on est pris par la routine du travail. Ça ne nous donne pas souvent le choix d'avoir ces petits instants de partage d'expérience et de donner un peu de nous au reste du public. Donc, je pense que tu m'as relancé, ça fait plus d'un mois hein, que déjà tu m'avais annoncé ça. Et plus tard, Abdrahman même est venu me relancer. J'ai dit, ah tiens, et voilà. Et c'est là que je me suis dit, voilà, ça là, il faut que vraiment je tiens le... Parce qu'en 2020, je pense en 2024, j'ai fait rarement de sorties à des événements. Je me suis totalement replié. Donc, bref, c'est moi. On m'a demandé de me présenter, donc pour rester dans le canevas. Donc, moi, c'est Sidikou Boubacar, le directeur général de eFuture. Donc, eFuture, qui est une institution financière, donc un établissement de paiement. Donc, aujourd'hui, eFuture a été créé en 2015, donc ça fait bientôt 10 ans. Donc, je pense que récemment, on avait fêté les 10 ans de eFuture. Voilà. Donc, voilà, c'est une institution qui est là. Ben, écoute, c'est 10 ans, mais on a réellement commencé à fonctionner, ça fait bientôt 5 ans. Parce qu'en fait, pour qu'on ait nos bureaux, les premiers employés, en fait, eFuture existait sur papier depuis 2015. En fait, entre l'existence sur papier et l'existence en tant qu'entreprise avec des employés, des salariés, on a eu un grand écart. Donc, c'est vrai que 2015, c'était juste après l'université. Ben, tu crées ta société, NIF-RCCM, et tu te balades. C'est dans un sac, quoi. C'est pas une entreprise en bonne et due forme. Et tu es là, tu traînes partout, tu cherches des opportunités, tu partages tes idées. Mais souvent, bon, voilà. Peut-être qu'il a fallu 5 ans après que réellement
on arrive au stade où on peut se permettre de prendre des bureaux, de commencer à recruter et tout. Et aujourd'hui, c'est grand parce que on a quoi? Je peux dire, le futur actuellement, c'est plus de 25 salariés. Et puis, euh, et puis, on a plus de 130 agents indépendants, donc qui sont aussi des salariés, si on va le dire, mais qui sont vraiment des indépendants qui travaillent pour le compte de eFuture. Donc, voilà. Donc, c'est énorme. C'est énorme en termes de charges, en termes de, voilà, de création d'emplois qu'on a eu. Donc, voilà un peu en résumé. On aura l'occasion de revenir sur ces questions-là. Et tout, bon, voilà, en résumé. Donc, moi, je suis ingénieur informaticien de base. J'ai fait les télécoms. J'ai travaillé à Move. Après, je suis parti, j'ai travaillé à Move Bénin. Je suis revenu, j'ai travaillé pour Orange Niger. Après, j'ai démissionné en 2021. Euh, 2021, c'est-à-dire que bien que j'avais créé eFuture, bon, en temps, on se rend compte que c'est pas possible c'est pas toujours que tes idées vont se matérialiser sur le terrain. Et puis, bon, voilà, tu vois une offre d'emploi, bon, voilà, et puis tu te dis que bon, il faut se lancer. J'ai accepté de travailler à Orange pour prendre de l'expérience pendant 5 ans. Et après les 5 ans, à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut prendre le risque quand même. Il faut prendre le risque et puis il faut se lancer. On va voir ce que ça va donner. Et puis, bon, voilà, on est en train de faire notre bout de chemin. Donc, voilà un peu en résumé ce que c'est eFuture et puis qui est Sidikou. Voilà, Sidikou Bakar. Voilà, Merci beaucoup. merci. Merci, grand frère. Il y a une question que j'ai toujours Mhm. voulu te poser. Elle n'a rien à voir avec le thème. Mais comment Mhm. tu t'appelles Sidikou Boubacar, sachant que généralement les deux noms, c'est la même chose? Bon, je ne sais pas pourquoi il l'a décidé ainsi. Lui, il était Boubacar et puis bon, voilà, il a décidé de Parce me que donner Sidikou. généralement, moi, je sais que quand on dit Sidikou, c'est le surnom qu'on donne à un Boubacar. Donc, pendant longtemps, en fait, Effectivement, j'ai pensé que c'est juste ton nom et ton surnom, hein. C'est après que je dis, bon, c'est c'est ça. vraiment son nom et prénom, le monsieur. Bon, à C'est la fin, ça. à la fin, on s'y fait. C'est OK. ça. La Mhm. première question que j'ai envie de te poser, tu as dit que iFuture, tu l'as créé en 2015, juste après l'université. Donc, si je comprends Mhm. bien, ce n'est pas une idée que tu as eue en cours de chemin, mais c'est un truc que tu avais depuis le début, mais que, comme tu l'as dit, peut-être le terrain n'était pas favorable à ce que tu puisses manifester cela. Est-ce que c'est bien cela? Oui, ben, il faut comprendre que déjà, nous, on était des serial entrepreneurs depuis l'université, quoi. Voilà. Donc, on essaie tout le temps des idées à l'université, on essaie plein de choses, hein. OK. Même à l'université, on était là, on se baladait tout le temps avec des cartes de visite, même si l'entreprise n'existait pas, bon, voilà. On est là, on se balade, on va essayer d'offrir des services, ça et là. Et puis, on essaye quand même. Donc, on a été des start-upers depuis l'université. Et du coup, ça nous a forgé aussi, hein, parce que dès que j'ai fini les études, en fait, j'ai eu du mal à accepter déjà le monde d'aller travailler pour quelqu'un. OK. Euh, Difficilement, même à Orange, j'ai demandé un emploi à temps partiel. Donc, je me rappelais au recrutement en 2015, tout le comité du directeur me regardait, mais attends, comment emploi à temps partiel, mais ça n'existe pas au Niger, quoi, ou bien ça n'existe pas. Soit tu as un CDD ou un CDI, tu Mhm. travailles de 8 heures voilà, tu travailles tes 8 heures de temps, mais en temps partiel, ça n'existait pas. Mhm, Mais mhm. voilà, j'ai dû accepter et commencer à travailler. Donc voilà un peu comment je me suis retrouvé. Mais sinon, on se réveillait chaque Chaque matin avec matin, des idées. avec des trucs, avec comment créer telle chose, comment créer cette nouvelle entreprise Mhm, et mhm. tout. Donc c'était naturel. Quand j'ai fini l'université, bon voilà, j'ai créé un futur. Bon, voilà, pour une première fois, j'ai créé une entreprise en bonne et due forme, enregistrée et tout, et j'étais prêt à me lancer. Donc, c'était Super. comme ça, mais voilà.
Ok, ça m'amène à une question parce que très souvent, quand on parle d'entreprise, on demande aux gens d'avoir un plan précis dès le début. Alors, en 2015, quand tu as créé iFuture, est-ce que dès le début, tu as une idée claire de ce que ça va être et que là, aujourd'hui, tu es en train de dérouler cela? Ou est-ce que tu as créé l'idée et en cours de chemin, l'idée se développe elle-même jusqu'à ce qu'elle soit la vision que tu as aujourd'hui? Parce que souvent, j'ai un peu... Disons, je veux savoir comment tu as vécu cela. Est-ce que pour toi, c'est dès le début, je sais quoi faire et on va dérouler de 2015, ou bien j'ai juste créé parce que je voulais être entrepreneur, j'ai une idée, un début d'idée et que le reste s'est Mhm. déroulé au fur et à mesure. Alors, il faut dire que c'est vrai qu'on avait une vision, au moins de la création de eFuture. Je me rappelais, au tout début, c'était des problèmes liés à des solutions financières qu'on voulait attaquer. Notamment, on réfléchissait comment créer des solutions pour la tontine, pour créer des collectes de fonds et tout. C'était ça qui a motivé même la création de eFuture. On a lancé notre premier service qui s'appelait Imani, qui était une plateforme de collecte pour les organisations humanitaires, tous qui ont envie de faire des collectes de fonds humanitaires pour réaliser leurs projets et tout. Mhm. Et c'était les premiers projets, quoi. Donc, c'était vraiment autour de la finance, autour de la collecte, amener des gens et à mobiliser des ressources financières pour réaliser leurs projets. Bon, c'était ça au tout début. On s'est dit qu'il faut vite formaliser, il faut créer une société. Bon, et sachant que, bon, on avait aussi pas mal d'idées hein, en tant qu'innovateur. Ben, Mhm. d'où le mot, le I que tu vois devant le I futur. Donc, et c'est là que on a voulu que l'entreprise, j'ai voulu que l'entreprise soit un peu plus, bien que c'était une solution financière qu'on voulait lancer, mais que l'entreprise soit un peu plus futuriste et innovation. Mhm. Donc, voilà un peu comment le nom eFuture même est arrivé. On a lancé ça et les premières solutions qu'il faut vendre, c'était, comme je l'ai dit, Imani, qui est une plateforme de collecte de fonds Mhm. pour des projets humanitaires. On avait lancé et après, on a fait face à la réalité du marché en 2015. Combien sont-ils qui ont des mobile money? Combien sont-ils la réglementation? On a fait face à ça. C'était des projets qu'on avait en main. Et puis, bon, voilà, on s'est confronté aux deux réalités du marché et même aux deux réalités je vais dire, de la réglementation même à l'époque. Il n'y avait même pas à l'époque des opérateurs qui ont des systèmes d'interconnexion pour nous permettre réellement de collecter des fonds en ligne et de créer l'ensemble. On a créé la plateforme, mais les moyens de paiement faisaient défaut. C'était des moyens de paiement extérieurs par carte bancaire qu'on avait mis sur la plateforme. Mais en fait, l'idée en elle n'était pas viable. Donc, mais entre-temps, voilà, on était. Donc, ça veut dire que la question financière était le cœur de là où on veut atteindre, quoi. Mais ça, il a fallu, je pense, plusieurs années après que réellement, on revient sur la finance. Parce qu'entre-temps, on a basculé sur des projets de développement de logiciels ou d'applications pour des partenaires. Bon, comme on dit, il faut se réinventer. Donc, en fonction des réalités du marché, puisque réglementairement et côté business model, on ne pouvait pas réellement lancer ces solutions financières. On a dû se rabattre pour développer, je veux dire, des solutions informatiques à des partenaires ça et là, notamment dans le domaine des examens et concours, qui a été un peu, je vais dire aujourd'hui, et un des trucs sur lesquels d'abord les gens ont connu eFuture, avant même que eFuture ne devienne une institution financière agréée par, je vais dire, la BCAO et le ministère des Finances et tout. On était d'abord une société de développement de logiciels et beaucoup de gens nous ont connus vraiment dans ce domaine-là. Donc voilà un peu. Ok, ok. C'est vrai parce que au début, moi, je te l'avais même dit, je pense une fois, je pensais que le I de iFuture, c'était moi, en anglais, moi et le futur, quoi, un peu pour Oui. donner un peu aux gens l'idée futuriste de la chose, mais j'ai compris que c'était innovation et Oui. j'avais beaucoup aimé justement. Maintenant, en tant que dirigeant, en tant que directeur général, parce que souvent,
je sais pas, tu es ingénieur, mais je me dis qu'aujourd'hui, ce n'est pas toi qui fais toutes les conceptions de logiciels, qui fais tout le codage, tout ce qu'il y a derrière. Comment tu t'assures que tu mets l'innovation au centre de tes recrutements déjà et du fonctionnement? Parce que souvent, pouvoir innover, ça demande de la créativité, ça demande une élasticité mentale qui souvent, bon, je sais pas comment tu recrutes, c'est la question que je pose d'ailleurs, qui souvent n'est pas évident au niveau des gens. Donc déjà, comment tu as fait en sorte que la culture de l'entreprise puisse s'asseoir autour de cela? Et comment tu t'assures que quand tu recrutes des gens, c'est des gens qui ont cette élasticité mentale que tu puisses avoir pour qu'ils puissent porter les projets que vous avez eus, que vous avez et que vous aurez avec le temps? Euh, En tout cas, ça, on l'a compris très tôt, hein, en fait, que l'humain et la substance grise, hein, si tu veux, reste le cœur de notre bataille. Parce que dans notre secteur, tout ce qu'on a à faire, il te faut des ressources humaines de qualité, des gens qui ont cette capacité de produire et d'innover. Et étant au Niger, tu peux me comprendre que c'est vraiment le véritable challenge dans notre écosystème de trouver des talents. Et je pense que c'est pas un secret pour toi. Je pense qu'on s'est connus dans ce sens là où je me suis référé à toi pour avoir certains talents à un moment donné. Et tes recommandations m'ont été très, très utiles. Donc, voilà. Et comme tu le vois, c'est ça. On continue. Moi, en tant qu'ingénieur, je sais, depuis l'université, j'aimais, je vais dire, et mettre en valeur tout ce qu'il y a comme talent au niveau des activités associatives, au niveau de tout ce qu'on fait et tout. J'organisais énormément de concours, hein, de concours de programmation informatique. On voulait challenger le reste du monde pour voir comment, sur le plan programmation, sur le plan innovation aussi, on peut challenger les autres parties du monde et tout. Et ça a porté ses fruits parce que même aujourd'hui, dans notre carrière professionnelle, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur dans nos choix, je veux dire, professionnels. On fait tellement attention à ça, de nous assurer que on a vraiment la personne qu'on est en train de recruter, vraiment, c'est un talent. Et je veux te dire on est prêt souvent à investir vraiment sur ces talents. C'est quelque chose qui est resté le cœur en tout cas de ma détermination, de ma vision. Et ça fait son bout de chemin parce que tout ce qu'aujourd'hui qui se rapproche du futur, j'ai pas besoin de dire à quelqu'un, bon, tu connais les profils que nous cherchons, tu connais la qualité de ce qu'on cherche et il faut être focalisé vraiment sur le mérite. Et ça, c'est la culture de notre entreprise. Je n'ai pas besoin de dire à un certain, OK, quand tu veux m'amener quelqu'un, sois sûr que tu seras responsable. C'est toi qui l'as recommandé, c'est toi qui l'as amené. Donc, voilà. Donc, sache que demain, s'il y a un couac, on va dire que ah, c'est toi qui nous as fait la mauvaise recommandation. Donc, puisqu'on a un métier où c'est important pour faire grandir l'entreprise, d'avoir des talents de qualité, des gens qui ont l'amour du travail, des gens qui sont vraiment innovateurs dans la tête et qui, tu peux leur confier une mission. Comme je dis, j'aime le dire souvent, tu confies la mission et puis tu pars, tu peux aller te reposer, tu sais que ces personnes peuvent conduire cette mission-là en toute autonomie. Et si tu remarques toutes les grandes entreprises, c'est sur ça que ces entreprises misent, trouver vraiment les plus grands talents. Donc, on est là, c'est vraiment véritable, c'est pas facile, hein. Un moment donné où, euh, puisque l'écosystème souvent ne forme pas, je vais dire, dans notre domaine qui est la programmation, qui est l'ingénierie logicielle, on est arrivé où maintenant, nous-mêmes, on recrute, on prend, je vais dire, au niveau scolaire, au niveau académique, et on essaie de les mettre vraiment dans un programme de formation pour les faire monter en compétences, leur montrer les best skills, en fait, qu'il faut. Aujourd'hui, en fait, dans notre domaine, il te suffit vraiment d'avoir
Je veux dire, ne serait-ce que des gens qui sont bons niveau bac, qui ont les bons réflexes, qui sont smart, tu peux vraiment leur apprendre les meilleurs skills. Ils vont devenir les meilleurs développeurs. Ils n'ont pas besoin d'aller perdre Un du bac plus temps 5, tout ça là. voilà, à l'université. Bon, Mhm. même ce matin, je disais à quelqu'un, j'ai compris que est-ce que nos universités-là, c'est pas juste un truc pour occuper les jeunes, bon, pour les occuper. Il y en a, ils sont là jusqu'à 28 ans, ils sont encore à l'université, alors qu'ailleurs, dans le reste du monde, à 20 ans, 21 ans, tu vois, la personne, elle a déjà 5 années d'expérience professionnelle. Mhm. Et 5 années, imagine à 20 ans. Nous, ici, à Parce qu'il fait du 27, bénévolat, il fait des voilà, il n'a stages. toujours pas, oui, ils font le stage, et nous, ici, c'est un véritable retard. Donc, voilà, notre secteur, c'est ça, c'est trouver des talents et puis continuer à innover. Et l'innovation va avec aussi, La je vais ressource. dire, voilà, Mhm. avec la ressource humaine. Oui, ça, c'est ce que tu viens de dire, mais j'aime beaucoup ça parce que je fais ça. Mhm. J'ai mon ami aussi, Jibril, là, il fait ça. Parce qu'il fait souvent des Mhm. compétitions de comptabilité, d'expression écrite. Et quand il fait Mhm. ça, à la base, c'est pour que, à la fin, quand il voit les meilleurs, il les prend dans son cabinet. Et c'est une Mhm. technique, les gens pensent que souvent c'est des cheat codes, mais à la fin ça marche parce que de mon côté aussi, beaucoup des gens de mon équipe, c'est des gens qui ont fait mes programmes, soit Master of Power ou qui ont fait mes programmes de Mhm. formation. Et à la fin, lorsque je constate que ces gens, en plus d'avoir développé un niveau de dev perso assez élevé ou assez acceptable, Mhm. ils ont ce que tu appelles, ils sont smart, ils ont les bons réflexes, mais je les prends. Et je trouve que c'est un système assez innovant pour recruter parce que on en avait parlé une fois justement. Moi, je recrute plus. Moi, tu viens de l'expliquer. Il est plus simple d'apprendre à quelqu'un une compétence que de lui apprendre un comportement ou de lui apprendre un réflexe ou de lui apprendre une disposition personnelle. Dans le sens où, comme tu as Mhm. dit, si le gars il a juste le bac, mais qu'il a les bons réflexes, il est smart, il est plus simple de mettre les compétences sur ça que, on va dire, de prendre quelqu'un qui a les compétences et de le rendre smart, de le rendre créatif, de le rendre disponible. Ça, c'est très Mhm. innovant en termes de recrutement. Maintenant, au niveau de la gestion, au niveau de Mhm. la gestion, parce que souvent, justement, les gens, je ne sais pas, peut-être tu vas me confirmer cela, mais les gens, plus ils sont talentueux, plus ils sont atypiques en comportement. Soit ils sont pas très sociables, ou bien ils sont pas très... En tout cas, Mhm. ils sont particuliers niveau comportement social, tout ce qui va avec. Mhm. Maintenant, Mhm. quand dans ton cas, tu rassembles 20 personnes dans une équipe, donc peut-être, je dis ça au hasard, la moitié, c'est des talents, c'est des Mhm. développeurs, c'est des ingénieurs, et que eux tous sont atypiques niveau comportement, comment tu gères Oui. ça? Comment tu gères le coût, on va dire, émotionnel ou le coût social au sein de la boîte de pouvoir regrouper autant de personnes qui sont tous atypiques et particuliers niveau comportement? Comment tu gères ça? Hmm. Alors, ouais, je pense que ça, c'est c'est une équation alors, assez très, très difficile. Euh, Comme toute entreprise, hein. Alors, une fois que vous commencez à atteindre 10, 20, 30, aujourd'hui, imagine jusqu'à combien? 100 et quelques autres agents qui tournent, qui gravitent autour de e-future. En tout cas, c'est pas moins de 150 quoi. Voilà. Donc, ce que, au quotidien, c'est que socialement, humainement, en fait, vous allez faire face à plein de réalités au quotidien. Donc, plein de réalités. D'autres ont leur comportement et tout. Chacun vient. D'autres sont exigeants, en fait, d'autres. Donc, c'est juste. Mais nous, on a la chance parce que, bon, on sait les catégoriser. Quand tu es dans la catégorie des ingénieurs qui sont développeurs, qui sont les designers, et il y a des corps de métier où ben, c'est des corps où tu sais que, bon, écoute, eux, ils sont atypiques, ils sont dans leur truc. Moi, je ne vais jamais inventer un process dans l'entreprise qui mélange, par exemple, les commerciaux, les gestionnaires de projet, les comptables, et puis, par exemple, les teams technical qui sont côté technique. Mhm. Non, tu vois, par exemple, les gens me demandent non, pourquoi tu n'es pas exigeant quand les développeurs et autres viennent en retard ou quelque chose. Je dis, eux, ils sont libres. Ils sont libres, ils peuvent venir à l'heure qu'ils veulent. Parce que ces Mhm. gars-là, moi, je les vois travailler. Je veux les voir à 0 heure.
ils déploient des fonctionnalités. Même s'ils ne sont pas au bureau, tu vas les voir, en fait, ils travaillent sur leur PC Mhm. et tu les vois qu'ils déploient des fonctionnalités, ils font des trucs. Donc, Mhm. c'est un monde à part. Eux, je ne veux même pas. D'ailleurs, même s'ils peuvent même ne pas venir au bureau, c'est un concept qui est acceptable, nous. On n'est pas dérangé par ce secteur. Mhm. Par Mhm. exemple, les commerciaux, bon, puisque eux, ils doivent être là. Ils doivent être là. Il ne faut pas que le business démarre avant eux. Ça, c'est une réalité. Donc, toi, en tant que commercial, tu ne peux pas laisser tes clients, ils sont là au bureau à 8 heures. Bon, si toi, tu n'es pas un client appelé et tout, ou bien un client débarque et puis, bon, voilà, Mhm. tu n'es pas là. Donc, là-bas, les exigences ne sont pas les mêmes. Donc, en tant que manager, tu es obligé de jouer sur ces sensibilités-là, voir comment jauger et gérer les choses. Mais si tu prends tout ça là, dans notre cas de figure, tu les mélanges, tu veux Dans leur le faire même le même bateau. traitement, voilà, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'ai été développeur, je suis ingénieur, donc je comprends comment l'autre monde marche et je comprends aussi comment les commerciaux, c'est pas, je dis, c'est en fonction de la réalité de votre marché Mhm. Mhm. et qu'il faut être, si tu es commercial qui gère une partie du monde qui n'a rien à voir avec le Niger ou bien avec notre capitale, il n'y a pas de problème. Tu peux avoir des règles propres à toi Mhm. Mhm. qui vont t'aider à faire ton bout de chemin. Mais c'est Mhm. ça, il faut savoir faire la dissociation. Mhm. Et ça fait aussi partie des fonctions du manager, de faire le distinguo. Et puis, bon, voilà. Et Mhm. socialement, d'être prêt à accepter tous les cas sociaux. J'appelle ça les cas sociaux. Donc, tu en auras d'autres qui sont voilà, ouverts, qui sont extravagants. Tu en auras toutes les sources qui sont là, Tous les mais profils comment vivre possibles. avec ces gens, Mhm. c'est ça aussi être manager, de pouvoir les écouter, de tenir des entretiens réguliers avec eux, essayer d'être dans leur rôle. Et en fonction de ça, ben, ça t'aide à apprendre. Être manager, c'est pas, ça s'apprend pas, je pense, forcément à l'école. Tu es obligé de l'apprendre Sur le sur le terrain. terrain. Oui. Voilà, mais il y a des moments où peut-être ton background de quelqu'un qui a su vivre avec plein de, euh, plein de couches socioculturelles. Ça compte aussi quand tu as appris à vivre avec énormément de couches socioculturelles. Eh Mhm. ben, ça t'aide aussi souvent dans la vie de manager, quoi. Mhm. Mhm. Donc voilà un peu le, Oui, comment ça on c'est un truc que j'aime bien parce que, tu vois, là, moi, c'est une erreur que j'ai faite. Je vais appelle. faire la confession. En Mhm, 2023, pendant un temps, on avait eu une friction avec mon développeur parce que, mhm, comme tu sais, on a un site web. Même si on galère mhm, beaucoup avec, il faut que je passe même te voir ou voir je sais pas qui parce qu'on a un petit souci avec. Et mhm, souvent, je le trouvais un peu laxiste. Maintenant, moi, comme je suis pas développeur, je suis pas ingénieur, j'avais l'impression mhm, qu'il se lâchait. Mais après, avec le temps, j'ai compris que le gars, je sais pas c'est quoi dans son corps, c'est quand il sonne 1 heure du matin que tous ces génies créatifs se mhm. réveillent. Et moi, je me réveille un Ouais. matin, je vois un message à 3 heures du matin, à 2 heures du matin qui me dit, il a fait ceci, il a vérifié cela. Au début, ça me semblait bizarre parce qu'il me dit, mais gars, pourquoi tu viens au bureau en journée et c'est la nuit que tu m'envoies des messages que tu as fait ci, tu as fait ça? Parce que je n'avais pas cette subtilité que tu dis de pouvoir comprendre que bon, lui c'est un développeur, lui c'est un ingénieur et que peut-être ils Mhm. ont des horloges différentes, ils ont des manières de fonctionner différentes et qu'après il faut pouvoir jongler les gens selon qui ils sont. Après, j'ai Ouais. compris comment ça fonctionne et là même aujourd'hui, au-delà même du job de développeur, tous mes profils que j'ai, j'essaie un peu de trouver comment ils peuvent s'adapter à ce que chacun puisse fonctionner de façon optimale pour lui-même. Mhm. La question que j'ai envie de te poser, quand on parle d'innovation, parce que déjà, je pense que ceux qui écoutent, ceux qui vont écouter, ont peut-être appris une manière de recruter. C'est de voir si tu peux faire des concours, des compétitions que tu peux organiser dans ton domaine pour que les meilleurs y participent et que tu les prends après. Maintenant, dans ton domaine, par exemple, je sais que Apple, ils font un iPhone, je pense, chaque année, ou souvent ils font deux Mhm. la même année. Ils ont des projets, Mhm. ils ont une fréquence pour sortir de nouveaux projets et ainsi de suite et ainsi de suite. Est-ce qu'au niveau de iFuture, vous avez un système pour rendre l'innovation systématique, dans le sens où on peut anticiper où on a un canevas d'innovation pour que les gens on puisse développer telle chose avec le temps, ou bien tu es beaucoup plus à l'intuition
et tout ce qui va avec. Comment tu rends l'innovation systématique, si ça l'est, ou comment tu l'implémentes dans les opérations? OK, merci. Je pense qu'en termes d'innovation, en fait, depuis même l'existence de Futur, on a tenté de, nous-mêmes, on se disait que organiser des compétitions de programmation, ça va être un vivier pour identifier des talents. Et on a eu, je pense, à organiser un certain nombre de concours de programmation, parce que c'est le domaine qu'on maîtrise le mieux. Et on veut voir les meilleurs talents en termes de programmation informatique et tout. L'année passée ou l'année passée, bon, lors du salon du numérique, on avait organisé la première édition de cette compétition-là. Bon, en tout cas, c'est des formats de compétition de niveau international que voilà, les grandes nations aussi organisent avec des épreuves, en tout cas, et des challenges énormes. Donc, on avait organisé ça, on a commencé cette expérimentation et le but, c'était d'identifier vraiment les talents et ces talents, on est prêt à coopérer avec eux. Et récemment aussi, avec un autre programme d'un partenaire SusContact, où ils nous ont contactés, ils ont dit, bon, puisque ça, c'est votre domaine, est-ce que vous êtes prêts à prendre des jeunes talents? Nous, on va payer X ou Y de leur montant et tout. On a dit, oui, ça match exactement avec ce qu'on veut faire, en fait. On est prêt, en fait, on avait appelé ça Future Boost. Donc, c'est comme si c'est une école. On est sûr qu'aujourd'hui, nous, on veut sortir du carcan des. Je ne pense pas à Future, même si on connaît les gens qui sont là, on ne connaît même pas franchement leur diplôme ou quelque chose, tous ceux qui travaillent, surtout côté développement. C'est des domaines où, franchement, on ne regarde pas trop. Et souvent, on s'en fout un peu de ton diplôme, quoi, où on est prêt, si tu sais bien faire le travail, même si tu n'as pas été à l'université, comment tu peux être l'employé le mieux payé, quoi, voilà. Ça, c'est comprendre que c'est une culture qui est là. On n'est pas attaché à ces diplômes-là. On veut juste voir quelqu'un qui a cette capacité de production. Et au nom de ça, on se dit que puisque le marché n'est pas en train de suivre, donc le marché n'est pas en train de suivre et les écoles n'enseignent pas réellement des choses qui sont en phase avec la marche du monde. Voilà, il y a ce dont le marché du travail mondial a besoin, mais nous, on est en train de former, je vais dire franchement, des trucs. Si tu regardes nos pays voisins, Des le bureaucrates. Nigeria, le Nigeria, le Bénin, vous allez trouver plein de jeunes, ou jusqu'au Togo, qui sont là, ils sont à la maison, mais ils travaillent pour des entreprises qui sont en Angleterre, aux États-Unis. Vous imaginez, donc, c'est pour te dire à quel point, comment, si ces pays qui sont voisins à nous arrivent à créer ce genre de talent, pourquoi le Niger n'arrive pas à le faire? Parce que nos écoles, jusque-là, n'arrivent pas à s'enrimer sur la marche du monde et comprendre. Mhm. C'est ça qui a motivé. On s'est dit que non, il faut qu'on crée notre académie à nous, Yeah. où on va prendre les jeunes talents, on va les identifier très jeunes à la base, parce que souvent, les écoles vont te faire perdre du temps. Quand je dis perdre du temps, la personne peut être talentueux, on est très talentueux au bac, mais si tu passes 5 ans dans 5 ans dans je sais pas, dans du n'importe quoi. Mhm. Et après, ce talent-là a perdu de Son ses éclat. étincelles, Mhm. de son éclat, en fait. Donc, il a été important pour nous de voir comment identifier des talents très tôt, rapidement de les mettre dans les moules, parce qu'en fait, après 6 mois, 1 an de formation, nous, on a plein d'amis, des gens, de promotionnaires qui, je t'ai dit, après le bac, ils n'ont jamais eu besoin d'aller à l'université. On a des expériences comme ça. Des gens qu'on a côtoyés et qui, je t'ai dit, ils ont travaillé tout leur temps depuis le bac. Ils travaillent entièrement pour des entreprises cotées en bourse aux États-Unis. Mhm. Et je t'ai dit, c'est 5 000, 10 000 dollars. En fait, c'est des choses que même un président ne peut pas toucher, qu'il touche. Juste, le gars, il était talentueux au bac, il a compris, voilà comment
La programmation, c'est quelque chose que l'auto-apprentissage peut t'aider énormément. Tu apprends, tu programmes, tu parles un peu l'anglais, mais aujourd'hui, c'est normal, tu peux travailler n'importe où Dans dans le le monde. monde en état. Mhm, Donc, on s'est lancé vraiment dans cette marche pour voir comment identifier les talents et les former à la base et voir comment nous, au futur, on pourra les réutiliser si, voilà, si l'opportunité du marché le permet et tout. mhm, mhm, Voilà, donc un peu, voilà, c'est un peu un véritable défi. Tout ce que tu viens d'évoquer là, c'est au jour le jour. Et puis, on est sur un marché qui est assez atypique, où mhm. il faut être en mesure de pouvoir s'adapter très rapidement. Mhm, mhm. Super, super. Ça, c'est, je pense, une partie de la réponse. Il manque la Mhm, partie comment tu rends l'innovation systématique. C'est-à-dire, est-ce que vous avez un canevas qui permet à n'importe qui de proposer des projets, qui permet à n'importe qui de proposer une solution? Ou est-ce qu'il y a mhm, déjà un ensemble de projets innovants que tu as, peut-être une dizaine, une quinzaine, et on les mhm, développe selon la marche du marché, selon mhm. les ressources disponibles, ainsi de suite. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a déjà un plan de projet innovant que tu as ou est-ce que tout le monde peut proposer quelque chose et à la fin on étudie? Est-ce que c'est une culture Mhm. d'appartenance groupée dans le sens où chacun peut proposer un projet et c'est pour la boîte, c'est pour tout le monde? Ou il y a Mhm. déjà un canevas bien établi et vous le déroulez au fur et à mesure? Alors, bon, pour ça, en fait, innover, comme j'ai dit, c'est vraiment créer la valeur. C'est de voir d'abord un problème, OK, et un besoin, essayer d'apporter des solutions, être en mesure d'évaluer l'impact et être sûr que cette solution va être adaptée et achetée sur le marché. C'est Mhm. important. Donc, il Surtout faut acheter. que acheter, voilà. Donc, ça ne sert à rien, tu ne peux pas innover. Et puis, bon, voilà. Juste parce que ça te Aujourd'hui, plaît. voilà, il y a beaucoup de, je vais dire, surtout ceux qui sont dans le domaine de la technologie. Euh, Souvent, vous êtes tentés, nous tous, on est passé par là, on est tentés par suivre nos passions. On a Mhm. juste de faire des choses. Waouh, souvent, on est là. Mais avec le temps, on réalise que non, ça ne suffit pas seulement de faire des choses waouh Mhm. technologiquement, mais il faut que tu aies une clientèle en face ou des partenaires en face qui sont prêts à acheter la solution et qui vont l'utiliser et que ça va leur donner une satisfaction. Donc, Mhm. au nom de ce principe, moi, c'est vrai, l'innovation, tu vas remarquer qu'à eFuture, on a plein de, comment on a plein de talents. Ça peut venir de moi, mais de plus en plus aujourd'hui, puisque je me fais entourer de personnes talentueuses, donc Mhm. la manière de faire, parce que l'innovation, c'est partout, hein, c'est pas seulement euh, dans inventer quelque chose qui n'a jamais existé dans le monde. Non, ça peut être juste dans le process. Le process, voilà telle solution qui existe de l'autre côté du monde, mais nous ici, comment on va la consommer et l'adapter localement au vu de réalité de notre marché. Tu es obligé de t'adapter à ton marché pour avancer. Ça, toi-même en tant qu'Ahmed Barry, tu le sais, ça, c'est une réalité. Tu es coach en développement, en formation, en leadership. Ton marché est tel qu'il est. Tu sais que les autres coachs qui sont dans d'autres marchés, Côte d'Ivoire ou tout, tu vas voir que, en fait, voilà, vous n'avez pas les mêmes approches, vous n'avez pas les mêmes trucs. Donc, tu es obligé de faire, et toi, et comment on appelle ça? Euh, tu es obligé de faire tes stratégies en fonction des réalités de ton marché. Donc, ça aussi, c'est ça l'innovation, de s'adapter à Oui. son marché. Mhm. C'est des processus et le plus important, c'est l'adapter. Donc, nous, on laisse cours, hein. Chaque fois, on donne l'opportunité à l'ensemble des agents qui sont là, qu'ils comprennent que le cœur de notre métier, c'est d'innover, c'est de changer, c'est de créer de la valeur, c'est de créer de la richesse aussi. C'est Mhm. important, créer de la richesse. Donc, et à ce titre-là, on leur donne vraiment libre cours. Donc, ce qui fait que ce n'est pas une entreprise où tu vas trouver qu'il y a trop de bureaucratie, il y a trop de... Non, on est tout le temps en contact. C'est-à-dire que tu sois du vigile au truc, tous les corps de métier, les cœurs de métier, on se croise tout le temps. On est prêt à bavarder et partager des choses. Si quelqu'un a une idée, je pense que telle chose
Ah, j'ai vu, on est en train de faire ça, et on crée un cadre. On a des sessions qu'on appelle des iFeature Talk. Donc, Mhm, c'est des talks qu'on organise chaque vendredi, par exemple, et puis on se dit, quelqu'un qui a une idée peut venir l'exposer et nous partager. Ça peut être un livre que tu as lu, ça peut être quelque chose que tu as, et puis bon, voilà, tu partages ça aux autres. mhm, Donc, ça, c'est des cadres qu'on crée, et puis on est libre. On a des groupes où on oblige chacun au moins à partager un petit article que tu as lu, mhm, mhm, qui est utile, que tu penses par rapport à l'innovation, mhm, et mhm, tu es obligé de partager aux autres collègues. Donc, on essaie de créer ce genre de melting pot entre les employés en termes d'innovation pour les pousser eux-mêmes à aller voir qu'est-ce que se fait de meilleur dans le monde, qu'est-ce qu'on peut adapter ici localement et comment on va le faire au vu de nos produits et services mhm. pour essayer de... Donc, voilà un peu le cadrier et on fait aussi appel, comme je dis, on peut faire appel à des compétences extérieures qui sont hors de e-future pour venir aussi nous appuyer Mhm, pour venir, on en discute et puis bon, voilà, mhm, mhm. c'est un schéma qui est déjà là, quoi. Oui, j'aime ça, surtout quand tu as parlé de High Feature Talks. C'est quelque chose Mm. que j'aime bien parce que je fais la même chose dans le sens où, bon, ce n'est pas des réunions hebdomadaires, mais moi, c'est à la carte, c'est souvent à l'inspiration et ainsi de suite. Mm. Et je vais partager une expérience. Peut-être que tu vas me dire comment, si tu l'as vécu ou pas. Je dis à mon Oui. équipe, on est une équipe et étant une équipe, souvent, tu peux avoir le début d'une idée et que ton collègue ou ta collègue a la fin de l'idée. Et que si toi, tu ne partages pas ton idée ou le début de l'idée, tu prives la personne qui est là de pouvoir avoir le début de ce que lui, il a comme idée parce que lui, il a la fin de l'idée. Genre, je les force à toujours comprendre que, étant une équipe, souvent les gens, ils ont tendance, quand ils ont une idée, ils veulent attendre que toute l'idée soit claire dès le début pour la partager. Et je leur dis que non, Mm. mais souvent c'est l'inverse. Souvent, toi, tu as juste une idée, un début d'idée, tu la partages et les autres vont venir la compléter pour toi. Et à la fin, l'idée qu'on ressort ou le projet qu'on ressort est beaucoup plus grand que ce Mm. que tu aurais fait si tu étais assis tout seul pour réfléchir et sortir la chose. Et rien Ouais. que hier, on a eu un exemple comme ça avec une de mes collègues qui a proposé, qui m'a... Parce que je les ai toujours que de me parler, de ne pas attendre que ce soit mûr pour me parler. Donc, elle m'a juste fait un voice, elle a dit, elle a pensé qu'on pouvait faire ceci pour tel client qui suit telle formation. Et dès qu'elle m'a dit ça, automatiquement, j'ai eu des tons d'inspiration pour venir Mhm. compléter ce qu'elle a dit. Et à la fin, ce que j'ai voulu, ce qu'on va finir par faire sortir, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus mieux que l'idée qu'elle m'a proposée. Et c'est juste exceptionnel. Maintenant, je ne sais pas, toi, si peut-être tu as... Est-ce que ce que je dis, ça résonne avec toi? Et est-ce qu'il y a même eu des projets que vous avez lancés qui sont sortis comme ça? Qui sont sortis comme ça? Est-ce qu'il y a eu des projets que vous avez lancés qui, à la base, c'est juste un début d'idée de quelqu'un, mais que chacun a arrosé, arrosé, et à la fin, ça a donné une chose qui a tellement réussi que on ne s'attendait même pas à ça. Oui, je me rappelle encore, hein, je pense que ça doit être en 2022, juste un an après qu'on ait mis les bureaux de e-future en place. Donc, il y avait une étude qu'on avait eu à réaliser dans les zones rurales sur des produits de services financiers ou l'adoption des produits de services financiers. Nos équipes sont parties, ils ont enquêté, il y a énormément de données qui sont remontées, et puis bon, voilà. Mais l'étude là nous a révélé, en fait, c'est sur des groupements de femmes, des coopératives, des trucs donc, qui se réunissaient chaque semaine. Et on était arrivé à un constat. Il y avait des groupements où la capacité d'épargne de ces femmes était pratiquement de 100 francs par semaine. Et même 100 francs, et on remarquait qu'il y a beaucoup qui n'arrivent pas à honorer ces 100 francs-là par semaine dans plusieurs régions du Niger. Euh, je peux te dire que ce constat qu'on a partagé les chiffres,
En fait, en tant que Nigérien, ça doit te toucher. Ça doit te toucher tellement profondément que tu te demandes 100 francs et tout. Et l'étude a révélé que il y a des populations entières qui ont déclaré que, en fait, par exemple, un billet de 1 000 francs, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas touché, ils n'ont pas managé un billet de 1 000 francs, si tu veux, pendant 1, 2, 3 mois, quoi. En fait, c'était des résultats qui étaient tellement choquants et tout. On s'est dit, franchement, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on est sorti carrément du carcan du business. On s'est senti comme si, bon, voilà, c'était quelque chose, il faut qu'on arrive à aider ces communautés-là. Qu'est-ce qu'on peut faire réellement pour les aider? Parce que le but de l'étude, c'est de faire des recommandations et tout. Mais ces recommandations, on veut que ça soit issu une sorte de hackathon qu'on va organiser entre nous. Et les idées vont venir de tout un chacun. Et à la fin, on va faire une sorte de, je sais pas comment on est, des innovateurs sur le plan technologie. Qu'est-ce qu'on va faire? Et tout. Et après, c'est là que il y avait une des solutions qu'on avait qui s'appelait Terra Finance, hein. Donc, comment financer le monde de l'agriculture, le monde des agro-pasteurs et des groupements, des coopératives, des coopératives. Donc, on a passé vraiment, et ça, c'est vraiment une situation qui nous a amené, c'est tout le monde qui mettait ses idées dans la cagnotte, et puis on a essayé d'avancer et de mettre en place une solution qui va aider vraiment cette cible-là. Et c'était le début de ce qu'on appelait Terrafinance, qui va devenir plus tard une vraie microfinance avec tout ce qui suit avec. Donc, 3 ans après, c'était devenu, là, c'est vraiment une vraie microfinance qui est en train d'accompagner, je vais dire financièrement, des coopératives. Au début, c'était juste une application, c'était des idées, qui est devenu une application, comment aider ces groupements non seulement à digitaliser cette information, puisque même si tu as 100 francs comme capacité financière, il fallait que ça se sache. Il faut que on ait ces données. Tu sais, dans le système financier, c'est pas seulement la parole. Bon, vous allez venir, les gens vont vous dire, mais tant que l'information n'est pas traçable, c'est difficile, un barre de fonds, de vous faire confiance et de vous donner, OK, tu as cette capacité d'épargne de 500 par semaine, mais qu'est-ce que tu fais comme activité économique? Moi, je suis prêt à investir pour que tu puisses passer à des capacités d'épargne peut-être de 2 000 ou voilà, ça c'est des trucs concrets, mais il faut un système financier, un système de crédit scoring, comme on dit, et des systèmes d'information pour stocker ces informations-là et aider les barres de fonds ou bien les institutions de bancaires et tout à avoir ces informations-là. Et on avait mis cette plateforme-là en place dans le but de mettre ces coopératives-là, ces groupements de femmes, en contact avec, comment on appelle ça, les institutions financières. Donc, ça, c'est vraiment un exemple, comme je t'ai dit, de quelque chose où vraiment on a passé un hackathon en interne pour pousser l'innovation, pour pousser les gens à donner vraiment de leurs idées et tout. C'était la première expérience, mais après ça, il y a eu plein d'autres expériences. Mais tu vois, de cette idée qui est partie, qui nous a choqué, qui nous a amené à créer cette première application. Aujourd'hui, on est venu pratiquement, ça nous a amené à créer une institution financière. Parce qu'au début, on voulait les mettre en contact avec d'autres institutions financières. Mais à la fin, on s'est dit, mais écoutez, et si nous-mêmes on crée cette institution financière? Oui, pour mieux servir, parce qu'à la fin, Pour mieux service, voilà. euh, Donc, voilà. Et donc, tu vois comment le fait de recueillir les idées des uns et des autres, ça crée vraiment cette fierté collective. Et puis, chacun se retrouve dans la mission qu'on est en train de vouloir faire. voilà, ça j'aime bien. C'est ça qui est collé à votre siège maintenant? Voilà, effectivement. Ouais, non, non, vraiment, c'est super. Je suis très content parce Ça, que déjà, quand j'ai vu les couleurs, j'ai dit, bon, ça, même si c'est pas iFuture, c'est pas loin de iFuture. Mais après, là, je pense que tu me confirmes ça, ça me va beaucoup. c'est ça. Une autre question que j'ai, toujours par rapport à l'innovation, parce que souvent, beaucoup d'entrepreneurs ou de dirigeants, ils sont très attachés à la certitude, à la sécurité et à ce qui marche, à ce qui est habituel.
Et naturellement, si Mhm. tu veux innover quelque part, il faut toujours être prêt à lâcher ce à quoi tu es habitué. Aujourd'hui, on est en 2026. iFeature de 2021 et de 2026. Qu'est-ce qui a changé dans la manière de fonctionner? Est-ce que même la vision a changé? Est-ce que la mission a changé? Est-ce qu'elle s'est améliorée? Qu'est-ce qui a changé en 5 ans? Qu'est-ce qui a changé selon toi? Ou qu'est-ce qui est le plus frappant quand tu évalues un peu comment vous étiez en 2021, comment on est aujourd'hui? Qu'est-ce qui a réellement changé? Est-ce que c'est des changements souhaités ou est-ce que c'est des changements qui ont été, on va dire, peut-être imposés par le terrain ou tout ce qui va avec? Euh, alors, iFuture 2021, je pense que on n'était pas plus de 4 ou 5 employés, hein. Donc, du coup, euh, versus aujourd'hui où c'est énorme, hein. On a été même freiné, je pense, par la situation du pays. Le 26 On a juillet. bon, je ne dirais pas le 26 juillet, mais globalement, plein d'autres actions. Mhm, mhm, Euh, on avait plein de clients dans le domaine humanitaire. Bon, vous comprenez qu'aujourd'hui, il n'y a plus de financement dans ce secteur mhm, mhm, et ça a représenté énormément de volume. Donc là-bas, on a perdu énormément et tout. Et puis, bon, voilà, même sur le fait que les temps de paiement, même dans l'administration publique aussi, c'est de plus en plus compliqué et complexe. Euh, donc, tout ça, vous comprenez que, bon, voilà, oh, ça a été assez. On avait pris de l'ascension, ça montait, et puis bon, voilà, après, soit on stagne ou bien donc, et du coup, on était obligé d'innover, et puis de vouloir se réinventer sur d'autres secteurs et tout. Donc, 2021, c'est un petit nombre. La gestion est plus facile, tu vois, en termes de management, en termes de gestion et tout. Tout est vite fait. Aujourd'hui, tu te retrouves avec un bateau, quoi. Bon, vraiment, c'est un bateau au quotidien, voilà. Tu as tout ce beau monde, c'est de l'orchestration. Il faut être sûr que tout est en train de bien se passer et la communication passe correctement parce que là, tu réalises réellement ce qu'on appelle la communication d'entreprise qui n'est plus cette équipe, quand vous êtes à 5, là, vous êtes tous réunis, vous Tu peux pouvez sortir du parler bureau et donner directement un entre ordre et vous. ça passe Oui, vite. voilà, ici, je peux te dire que si tu dis quelque chose et que la communication simplement a mal passé, je te jure, après 48 heures, les dégâts peuvent être énormes. Mhm. Et tu n'es pas sur tous les fronts pour pouvoir, en fait, Contrôler ces dégâts-là. contrôler ces dégâts-là. Donc, c'est un véritable changement parce que là, il y a tellement de tentacules. Donc, il faut, en tant que dirigeant, il faut savoir communiquer avec plein de précision et plein d'indicateurs. Plein d'indicateurs, il faut savoir bien choisir les indicateurs et les objectifs que tu vas assigner et la Mhm. manière de les transmettre. Sinon, waouh, bonjour les dégâts. Ça, c'est quelque chose que vous allez Pourquoi je découvrir sens une que c'est fois le que vécu qui est en train de parler là? c'est ça, c'est le vécu qui est en train de parler. Et là, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de vous adapter à ce nouveau monde-là, où Mhm. là, c'est vraiment une grande équipe. Et avant, on n'était pas régulé. Après, là, on est rentré dans un stade où on est régulé, je vais dire, par la Banque centrale. Donc, au début, on n'était que FinTech. Les secteurs de FinTech, je peux dire, depuis 2015, 2000 trucs, ça commençait à prendre en Afrique de l'Ouest. Et la BCAO voyait des petites sociétés qui sont là, Dakar, Sénégal, un peu partout, qui faisaient des services de paiement et tout. Mais plus tard, d'autres ont commencé à être plus puissants même que les microfinances et puis même les banques. Nous-mêmes, c'était le cas. Bon, voilà. Quand d'autres microfinances nous parlaient des transactions ou bien des opérations qu'ils font, on les trouvait waouh. Mais eux, ils étaient régulés par là. Mais après, la BCAO avait institué des mesures pour dire stop. On ne peut pas avoir des acteurs qui sont sortis de l'université, qui savent développer des applications et puis qui deviennent pratiquement des institutions financières. Il faut qu'on commence à réguler ces secteurs. Et Mhm. c'est là qu'ils ont sorti une réglementation qui oblige tous ceux qui veulent offrir des services de paiement, paiement en ligne et tout. En réalité, il faut cadrer ce secteur. Donc,
Donc, de là, on est passé encore à une institution réglementée. Et là, c'est plus serré en termes non seulement, je vais dire, de capital social. Tu comprends, au début, bon, voilà, Ifutur, on l'a créé avec un capital de 100 000 francs en 2015. Aujourd'hui, 2025, 10 ans après, le capital minimum, c'est 100 millions pour avoir le Ifutur actuel. Donc, Mhm, mhm. il y a eu, en fait, il y a eu du chemin. C'est pas truc. Donc, et à l'époque, tu peux être seul. Aujourd'hui, tu ne peux plus être seul. Tu es Oui. obligé d'avoir un conseil d'administration. Tu es obligé d'avoir telle direction de conformité, telle direction de gestion de risque, telle direction. Mhm. Tu es Peut-être même obligé de juridique. justifier, voilà, tu es obligé de justifier que tu as des directions et tu es obligé de justifier l'existence de ces dirigeants et même des contrats en bonne et due forme qui sont là et que tu dois justifier à la Banque centrale et qu'ils vont te faire confiance que tu es capable de gérer des L'argent fonds des publics. gens. Mhm. Voilà, c'est ça les fonds. Donc, c'est énormément de responsabilités et tout, et tellement de contrôles qui vont venir, des audits et tout. Et nous, dans notre secteur, c'est chaque 6 mois que tu dois fournir. Donc, tu vois, même en termes de réglementation, ça a beaucoup changé, c'est lourd Mhm. pour nous, pour gérer l'ensemble de ces choses-là. Donc, on est obligé de faire face à ça. Mhm. Mhm. Et dans ça aussi, on est obligé d'innover. On est obligé de continuer à innover. Ben, c'est vrai que ça donne l'impression que c'est un marché en termes de concurrence. Il n'y a pas, pour que quelqu'un puisse venir concurrencer, il est obligé vraiment de faire toutes ces formalités de réglementation qui peut durer 1 an, 2 ans. Mhm. La Mhm. procédure pour avoir un agrément de société de transfert d'argent. Parce que notre agrément, c'est au même titre que les agréments que tu vois pour NITA, Amana et tout. Donc, OK. c'est le même type d'agrément. Donc, pour l'avoir, souvent, vous pouvez passer 2 ans dans la procédure. Il faut se Oui. défendre au Je me quotidien. rappelle Il faut de justifier l'engouement qu'il y tellement a de eu choses. quand tu l'avais eu. Parce qu'on sait que c'est du Voilà. travail. Voilà. Donc, vous avez vu, dans l'Afrique de l'Ouest, il y a eu que à peine 5 au moment où les premiers agréments étaient sortis, il y a à peine 5 qui étaient sortis. Nous, on faisait partie des tout premiers Hmm. de l'Afrique de l'Ouest. Donc, et ça, les gens se demandaient, bon, comment même le Niger, parce que généralement, Dakar et Sénégal, c'est eux qui se partagent Mhm. ces genres de choses. Et puis, bon, voilà, on s'est retrouvés aussi dans cela. Mais c'est ça, tu comprends un peu la différence. La différence en termes de mode de fonctionnement, en termes Mhm. de régulation, en termes de Mhm. compliance, c'est Mhm. énorme. Vous Mhm. allez justifier de tellement de tout. Même d'où tu as sorti un franc de ta richesse, là, ils vont te targeter, ils vont te suivre. Mhm. Toi-même, comment tu as eu un franc dans ta vie, là? Ils vont te demander, toi. Ils vont te suivre, je te dis, à la queue pour savoir. C'est un secteur très réglementé. Mhm. Donc, du coup, c'est c'est ça, c'est une grande différence. Et en plus, on est là, on se retrouve avec tellement de partenaires étatiques aujourd'hui énormes. Il y a nos propres services qu'on commercialise à nos partenaires, mais on a aussi des partenaires étatiques qui sont là, des agences des Nations Unies, des ONG internationales, tout ça, qui travaillent avec nous, des marchands, tous qui font des e-commerce en ligne là, qui travaillent Mhm. avec eux. Tout ça là, il faut suivre et tu es responsable. Ici, le problème, c'est que Clairement. un secteur où tu es responsable. Quelqu'un est parti vendre quelque chose à quelqu'un, le monsieur a payé, la marchandise n'a pas livré, n'a pas été livrée, tu es responsable. Oui. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est c'est pour te dire C'est le lourd. niveau de C'est très lourd. responsabilité, c'est lourd. Donc, et c'est l'institution financière qui doit, et, et dans notre secteur, les pénalités, souvent, c'est pas moins de 300 millions. Quand on te sanctionne là, les pénalités vont aller jusqu'à 300 millions. C'est quand la Banque centrale. Donc, c'est vraiment des trucs et très, très trucs. Et c'est clairement dit, c'est pénal. Quand Mhm. tu veux devenir une institution réglementaire, on te dit que c'est pénal. Toi, le dirigeant, comprends que c'est pénal vis-à-vis de toi. Mhm. Vous Mhm. comprenez? Normalement, quand tu es chef d'entreprise, ça se résume à des trucs civils. Mhm. Maintenant, aujourd'hui, dans le domaine financier, donc c'est tout un grand changement.
par rapport en termes de gestion, en termes de responsabilité. En 2021 et aujourd'hui, je peux te dire, Ahmed, C'est deux mondes c'est différents. c'est deux mondes différents, deux mondes totalement différents. Super. Ça me Mm. plaît bien parce que un jour, je parlais avec quelqu'un, un entrepreneur. C'est d'abord l'intro de la question que je vais te poser. Je lui demandais en Mhm. fait, c'était quoi le plus gros, on va dire, poids qu'il a eu à porter dans sa carrière en tant qu'entrepreneur. Mais ce que moi, j'ai Mhm. envie de te demander, c'est l'inverse. Comment tout ce processus, déjà de 2015 à 2021, qui était une étape de ce que j'ai compris, et de 2021 aujourd'hui, comment ça t'a changé en tant qu'être humain? Quelle a été la conséquence sur ta personne en tant qu'être humain, en tant qu'individu qui est en train de se développer, de faire des choses qui au début a 4 employés, 5 employés, 15, 20, et aujourd'hui a environ 150 personnes qui gravitent autour avec toutes ces responsabilités. Comment tu as vécu cette aventure-là du point de vue de ta personne? Alors, en fait, Pourquoi tu ris comme d'abord? on Pourquoi dit, tu ris? ou non, je le dis parce que, en fait, c'est des choses qui doivent évoquer la vraie notion de l'entreprise. C'est là que tu commences à réaliser. En fait, au début, tu ne réalises pas, en fait, quand tu rentres dans l'entrepreneuriat. Mais après, tu réalises ce qu'on appelle être responsable. Tu comprends? Être responsable, là, c'est-à-dire que tu es le seul responsable, tu es le véritable responsable Et le de dernier. tout ce qui va advenir. Donc, il n'y a pas d'excuse, en fait. À ce stade-là, il n'y a pas d'excuse. Mhm. Tu es le seul et véritable responsable. Si ça marche, c'est toi. Si ça ne marche pas, n'essaie pas de trouver d'excuses. C'est toi le véritable responsable. Et que c'est toi qui vas prendre les pots cassés. Et c'est toi qui vas répondre, quoi qu'il advienne. Mhm, mhm. Donc, vous le voyez avec nous, même, vous le voyez même, je ne sais pas, dans les grands pays, dans les grandes civilisations, aux États-Unis, s'il y a quelque chose, c'est le fondateur de Facebook qui va répondre devant le Sénat pour Mhm. s'expliquer. C'est pas quelqu'un, c'est un tel. C'est Bill Gates. En fait, partout où, dès que ça arrive à ce stade-là, et vous voyez en termes de personnalité, c'est obligé que ça vous change. Claire. Peut-être que nous-mêmes, j'ai vu le titre de quand tu as envoyé l'invitation, comment devenir DG. J'ai dit, bon, on n'a pas choisi initialement de devenir DG. Oui, C'est pas comme peut-être c'est le terrain voilà, qui l'a forcé. voilà. Et pas nous, on était fiers d'être ingénieurs. Mhm. Notre rôle d'ingénieur, on était fiers de ça. Mais c'est les choses ou bien les réalités de la vie qui nous amènent, qui nous transforment et qui nous amènent à ce stade-là où, voilà, tu réalises, donc tu te réveilles, tu dis, waouh, c'est moi, je suis responsable de tout ce beau monde-là, c'est Ouais. moi qui paie tout ce beau monde-là. En fait, chaque jour, tu te demandes, waouh, ils sont qui? Ou même tu rentres dans ton propre entreprise, il y a des gens que tu ne connais pas. Des gens que tu ne connais pas, tu sois là, et puis bon, voilà. Et puis bon, toi-même, tu essaies de connaître un peu, bon, voilà, c'est des réalités que tu vas commencer à vivre et Mhm. qui te dit, ah, un tel, ah, voilà, ce n'est plus comme avant, hein, ce n'est plus comme et avant, ce n'est plus. Et puis, bon, voilà, il y a plein De paramètres. euh, de paramètres qui rentrent en jeu Mhm. et plein de paramètres qui doivent commencer à t'interpeller et qui doivent commencer à te demander, mais comment les autres ont fait? Qui te Ouais. demandent, mais est-ce que ceux qui sont dans ton domaine, qui arrivent à gérer tout ce beau monde qui arrive, mais comment ils font? Mais toi-même, Mhm. tu as besoin d'apprendre d'eux et de comprendre comment te faire aider. Parce que en termes de pression, je vais te dire pression sociale, sachant le Niger, il y a une pression sociale, il y a une pression professionnelle qui est là, il y a une pression, je ne sais pas, de masse salariale à la fin du mois. Toi-même, tu as l'impression pourquoi les mois filent, tandis que tu n'as pas fini de résoudre le problème du premier mois, l'autre mois se pointe. Donc, ça, tu sais que toutes les entreprises, en fait, à un certain niveau de vie, tu te dis, mais Ouais. comment j'ai pu me payer toute cette masse salariale?
Et Ouais. voilà, tu n'as pas fini de régler ce problème, il y a l'autre fin du mois qui se pointe Mhm, avec mhm, tout. Voilà, c'est des livrables qui sont sans pitié, auxquels il faut répondre, auxquels il faut satisfaire. Et tu es obligé d'être responsable et de les affronter avec le maximum de sérénité, avec le maximum je vais dire, de skills, hein, tout ce qu'il faut, hein, de skills pour un manager pour affronter ces choses-là. Eh bien, tu es obligé de dormir, de te réveiller avec ça pour pouvoir rester serein et affronter les réalités de la vie au quotidien. mhm, mhm, Voilà, c'est obligé de changer. Tu es obligé de te retrouver dans des situations où qui sont pas aussi intéressants. D'autres pourront pas te comprendre. Ils ont l'impression que bon, tu dois être la même personne qu'ils ont connue il y a de cela 10 ans ou il y a depuis l'enfance. Tu dois mhm, être aussi accessible. Tu dois aussi, bon, on est obligé au quotidien, on est dans la priorisation des tâches, on est dans la priorisation de X ou Y, qui fait que à un moment donné, tu te demandes, mais pourquoi, quand est-ce que je vais arrêter ce job-là pour moi-même m'offrir des vacances et puis quitter ce monde-là et puis devenir moi-même mhm, mhm, et mhm. quelqu'un d'accessible, puisque bon, tu te dis, OK, si avant tu étais accessible, tu avais ta fada, tu avais tes amis, tout le monde pouvait venir vers toi, s'asseoir avec toi, peu importe son niveau social, tu as envie de retourner souvent à ça, ben écoute, maintenant tu réalises que c'est des livrables, c'est tel partenaire qui est très exigeant, qui te harcèle, et c'est tel, tu dois lire tel document avant que ça ne puisse. Donc tu te retrouves dans un mélange d'exigences et tout, qui fait que socialement, d'autres peuvent te voir différent. C'est normal que ça va te changer, d'autres vont te voir différent, et puis c'est complexe la gestion de tout ça là, euh, socialement, personnellement, professionnellement et tout. Mais on est obligé. Toi, tu es coach, donc tu sais de quoi je parle. Et c'est votre métier d'accompagner aujourd'hui l'ensemble des entrepreneurs, tous qui vivent ces choses-là, et puis leur remonter un peu le moral pour qu'ils puissent affronter ces mondes très, très, très difficiles, hein. Mhm, mhm. J'ai aimé un Ouais. truc, je fais le lien entre cette réponse et la réponse précédente. Quand tu dis que Mhm. lorsque le domaine est réglementé, là c'est devenu pénal et que souvent ça peut aller à 300 millions. Et que ici, dans cette réponse, tu parles du côté social où les gens pensent que tu as changé. Et je dis, ben, ils ne Mhm. savent pas que là aujourd'hui, tu risques, entre griffes, hein, parce que gérer tout ce beau monde, c'est risquer que l'un d'eux fasse une erreur et que quelque part ça se répercute sur tout. Parce que quand tu as parlé de Bill Gates ou Zuckerberg, généralement, ce ne sont pas eux qui ont fait la chose qui a fait qu'ils sont en train de répondre devant le Sénat ou devant la justice. Mais quelque part, donc, les gens ne comprennent pas que là, tu as un environnement ou tu as un univers carrément dans lequel la moindre erreur ou la moindre négligence peut t'imposer de payer une pénalité qui va à 300 millions, 400 millions, ou plus que ça ou moins que ça, peu importe. Ce que j'ai envie de savoir, quelle est l'expérience? Tu as dit que souvent tu te réveilles, tu vois qu'il y a des gens que tu connais pas. De ton expérience, hein, qu'est-ce qui s'est Mhm. passé que tu te Mhm. dises, merde, là c'est du sérieux. Est-ce que tu te rappelles de Mhm. l'expérience, la première, ou qui t'a fait vraiment dire, merde, là vraiment, ce n'est plus de la blague. Alors, ça, je ne pense pas si je peux le dévoiler ici, mais on a fait face à ça même très récemment où tu fais des choses et puis bon, après tu réalises que malgré que tout est bon, tout est lancé et tout, bon voilà, il y a un big boss, le big brother qui vient et puis qui te dit, bon écoute, c'est arrêtez tout parce qu'il y a tel alinéa de tel contrat qui n'est pas conforme et puis vous arrivez, bon, de l'autre côté, toi, tu as 3000 Nigériens qui ont déjà adhéré au service. Tu comprends? Ils sont en train d'utiliser le service et puis bon, voilà. Donc, ça, par
c'est des exemples atypiques. Et là, tu réalises que, waouh, Oui, ce mais gars, secteur-là, ça ne parle pas. est-ce que même toi, tu sais dans quoi tu es? Voilà, donc tu comprends que c'est vraiment et tout. Et après, maintenant, c'est des tonnes de messages, de mails, de courriers qui te viennent, qui te demandent des tonnes de documentation pour réellement euh, voilà, faire l'activité ou bien même te lancer. Tu comprends que waouh, tu es vraiment dans un secteur très, très réglementé et que moi, il ne faut pas. Et en fait, voilà, euh, on te trompe dessus, quoi. Voilà, Mhm. ça blague pas, quoi. Donc, c'est un peu, pour te dire ça, c'est vraiment une réalité des situations où tu te dis, waouh, ça, euh, c'est ça. C'est comme quand on nous a dit, écoutez, le capital minimum, tu es là, tu as une entreprise, le capital, c'était 100 000 francs. Tu as créé, voilà. Et puis à un bon moment, on te dit, bon, écoute, ton business là que tu es en train de faire, il te Pour faut 100 100 millions, millions. sinon on ferme. Voilà, minimum. Ça, c'est le minimum et tout. Donc voilà. Tu vois, c'est des choses, tu dis, waouh. Comme tu es assis, tu dis, comment? Et on te donne 6 mois. Et ce qui était bizarre, dans les 6 mois, on a été pratiquement les premiers à déposer notre dossier. On s'est vraiment, je vais dire, décarcassé dans toute l'Afrique de l'Ouest là. On est venu, toutes les fintechs qui sont dans notre secteur étaient surpris par la mesure. C'était sorti en janvier 2024. On dit que c'est 100 millions. Bon, donc 100 millions, l'ensemble des fintechs là, tout le monde, quand tu veux regarder dans l'Afrique de l'Ouest, c'est 1 million, 1 million. Voilà, société au capital de 1 million. Bon, tout le monde était là dans son truc en train de se faire le truc. Mais écoute, Et on on met dit le le plafond minimum. ici. Voilà, on met le plafond là. Et puis, bon, après le plafond, il y a plein d'autres Paramètres. services, hein. Oui, il y a plein de services, des contrats qu'il faut avoir, des responsabilités civiles, des responsabilités de quoi, des niveaux de certification. Parce qu'il n'y a pas que ça. En fait, il y a d'autres documents qui, derrière, vont forcément vous engendrer des coûts financiers. Donc, voilà. Et puis, tu te dis, waouh, là, vraiment, tu comprends que tu es. Mais on s'est dit, écoutez, on tient bon. Nous, on affronte la chose. On a vraiment affronté Le comment on terrain. dit, l'hiver. Voilà. Et puis, bon, voilà. Ça va, on est encore dans le game, on arrive à tirer notre épingle du jeu. Mhm, Et mhm, plein de partenaires continuent à nous faire confiance. mhm, mhm. Euh, voilà. Je pense que ça continue à payer, quoi. Ok. Voilà. Alors, j'ai une dernière question. Avant peut-être de passer la parole aux gens, je vois que la connexion leur joue des tours. Heureusement, ils Mhm. pourront toujours suivre cela. On a eu en moyenne 20 personnes qui étaient là cumulées, mais chacun, il vient, la connexion sûrement fait qu'il se déconnecte, tout ce qui va avec. Alors, la question que j'ai envie de poser, on revient au thème de base. Quel est, selon toi, le projet le plus innovant que vous ayez lancé? Et dans le cas où c'est Terra Finance, on laisse ça. Même dans le cas où c'est ça la réponse, on laisse ça. Mais quel est le projet le plus innovant que vous ayez lancé? Est-ce que c'est une chose, comment déjà il est né, entre griffes? Est-ce que c'est une chose que vous avez réfléchi ou dans le cas de Terra Finance, par exemple, est-ce que c'est une chose que c'est le terrain qu'il a exigé et il fallait le concevoir et le mettre en place? Alors, je ne sais pas s'il faut te parler du projet le plus innovant, parce qu'en fait, le concept, souvent, on a des projets très innovants, mais qui ont du mal réellement à financer, je vais dire, à financer, euh, à financer l'entreprise, à financer l'ensemble des ressources déployées sur Mhm. ce projet. Mhm. On fait face à ça. Depuis au début, bon, on se voit côté fintech, côté truc, mais pendant un bon bout de temps, tout ce qui est fintech n'était pas rentable. C'était des projets par-ci, par-là qui te tombaient dessus. Et puis, bon, voilà, c'était juste développer une petite plateforme à quelqu'un. Et puis, bon, voilà, et tu es payé. Et puis, bon, voilà, ça te fait des entrées pour l'entreprise. Et puis, ça permettait à la fintech qui consommait énormément de ressources et de charges d'être financée. Un peu comme ça me rappelait l'histoire de l'équipe dans les années
1978-79, là, au niveau de Apple, où l'équipe Mac et l'équipe Lisa. Lisa, c'était le bébé de Steve Jobs Mhm. qui voulait vraiment lancer un nouveau. Et puis, mais se trouvait que l'équipe Mac, c'est eux qui finançaient en fait le fonctionnement de Et Apple. l'entreprise Mhm. de Apple. Mais du coup, Lisa n'a jamais vu le marché. Personne ne connaît même Lisa. Mais les meilleurs talents, les meilleurs trucs, et Steve les a mis du côté de Lisa. Et du coup, voilà, c'est cette réalité. Et un jour, l'équipe Mac est venue avec des t-shirts. Ils disent, OK, nous, on est fiers de nous, on rapporte du cash, on finance l'entreprise. Mais vous êtes là seulement, vous êtes tout le temps sur des produits. Le truc est joli, mais le truc n'est jamais sur le marché. Donc, même en entreprise, tu vas voir, on a des produits, il y a d'autres qu'on veut, c'est innovant, ça te plaît, c'est révolutionnaire, c'est beau, mais Ça prend pas. ah non, mais c'est pas ça qui finance, Mhm. c'est pas ça qui paye les salaires, c'est pas ça qui paye les charges. Tu payes le Donc loyer il et y tout a ça. ce genre de réalité qu'on a Mhm. et tout. Donc si tu me dis de te parler de projets innovants, oui, il y en a, mais je peux te dire que c'est des projets où on a mis tellement d'énergie, tellement de passion et tellement de trucs, mais qui n'ont pas payé. Et de l'autre Mhm. côté, tu as des projets, bon, voilà, c'est juste, c'est juste un contrat. Tu dois livrer quelque chose qui marche et puis voilà, tu déploies et puis voilà, on va ça. Mais il y a toi ce qui te plaît, il y a ce qui plaît à l'équipe. OK? Il y a ce qui plaît à l'équipe, il y a ce dans quoi l'équipe s'est investie. Ils ont vu que c'est leur bébé. Ils se sont tellement investis Mhm. que Mhm. ce projet, peut-être, n'a jamais vu le jour. Par un petit virgule, à cause d'un petit virgule, ou bien à cause d'un petit truc. Et les équipes, tout le monde a le moral bas parce qu'ils se sont investis. Mais de l'autre côté, il y a des trucs. Donc, dans cette réalité, on a des projets innovants. Comme Terrain Finance, comme tu l'as vu, en fait, à la veille, euh, je veux dire, des événements du coup d'État, on avait plein de bailleurs qui étaient prêts à donner des lignes de crédit. On était prêts, on était confiants et tout. Et les lignes de crédit, ça devrait permettre de relancer. En fait, c'est un truc innovant qui doit lancer le financement de ces groupements, de ces micro-entrepreneurs et tout, pour leur donner des lignes de crédit pour relancer leur commerce ou bien leur activité. Et comme ils sont déjà inscrits sur notre plateforme, ils font de l'épargne, soit individuellement ou de manière groupée, parce qu'on a les deux modèles. C'est un concept où Mhm. individuellement, tu peux épargner au quotidien ou vous pouvez épargner en groupement. Mhm. Et après, en fonction de votre crédit scoring, il y a un système de notation qui permet de dire jusqu'à quel crédit vous êtes éligible. Et à la fin, bon, parce que l'économie, c'est comme ça. Quelqu'un, il fait bien, voilà, il a pu atteindre ce truc. Et bon, il faut vraiment l'accompagner pour quitter peut-être d'un niveau d'épargne de, comme j'ai dit, de 20 000 francs pour passer à un niveau d'épargne de 50 000 francs, c'est ça. Mhm. Mais en temps, on a perdu beaucoup de ces barres-là avec l'événement. Donc, on a un peu stagné. Mais c'était un des produits phares, c'était innovant et tout. Mhm. Et par contre, bon, on a quelques projets où, voilà, c'est un appel d'offres, bon, on a postulé et puis, bon, voilà, on livre tel produit, on le Mhm. paye. Donc, ça permet réellement de supporter le fonctionnement de l'entreprise, de supporter le fonctionnement de tout ce qui s'ensuit et tout. Mhm. Mais le produit en tant que tel, qui tenait à cœur à l'ensemble de l'entreprise, puisque les gens apportaient de leur idée. Mhm. Là-bas, c'est pas comme si on t'a demandé d'être très innovant. On t'a juste demandé de déployer, de développer telle solution et voici les livrables. Tu Mhm. fournis tel livrable, on te paye. Tu fournis tel livrable, on te paye et puis c'est Et c'est fini. fini. Mhm. Donc, ce n'est pas une grande innovation. Et tu vas remarquer que dans l'entreprise, la majorité, c'est de l'autre côté, souvent, c'est des produits qui ne sont pas forcément rentables, ou bien la rentabilité n'est pas immédiate. Surtout ça. Voilà. Ou bien Surtout soit ça. c'est une rentabilité qui nécessite du cash flow. Ouais. Or, on n'est pas dans un marché.
On n'est pas dans un marché où tu as des business angels ou bien tu as des grands investisseurs. Mhm, mhm. Tu peux te retrouver aujourd'hui au Niger. Quel est l'investisseur qui va venir injecter des milliards dans ton entreprise? Il n'y a pas. C'est C'est pas vraiment évident. difficile d'en avoir. Mhm, mhm. Et le marché des levées de fonds s'est totalement effondré. Quelques fintechs à Abidjan ou même au Sénégal ont pu faire quelques levées de fonds sur le marché américain. S'il n'y a que là-bas que les gens partent faire ces Mhm, levées de fonds mhm. vers des trucs. Mais notre écosystème aujourd'hui au Niger n'est pas ces chiffres, tu ne peux jamais le présenter à un investisseur. Le volume, parce que souvent, un investisseur, il veut voir vraiment des trucs big, quoi. C'est vraiment des trucs grands. C'est pour ça au Nigeria, Mhm, vous les voyez, ils sont tout le temps, chaque jour, c'est des levées de fonds parce que mhm, mhm. l'effectif de la population fait que, voilà, On c'est sera le business, possible. Mhm. voilà, le business est possible. Mhm. Donc, voilà, nous, on s'est retrouvés dans un marché très, très petit. Et du coup, sur ce marché, il faut savoir canaliser tes efforts en fonction de Ce ce qui que tu as marche. devant toi, ce qui Oui. marche, quoi, pour Super. te faire avancer. En t'écoutant, il y a une question rapide que j'ai envie de poser. Peut-être on va finir Oui. avec ça. Parce que généralement, les fintechs, comme tu l'as dit, ça brûle du cash au début. Alors, Mhm. est-ce que vous avez vécu cette période de brûle-cash-là? Et est-ce que, ou disons, à partir de combien de temps vous avez commencé à être rentable? Dans le sens où disons, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette période de brûle-cash. Au cas où vous l'avez vécu, comment c'était? Parce que souvent, on a l'impression que tu mets l'argent, tu mets l'argent, tu mets l'argent, ça revient pas. Ça sort pas ou ça ne sort pas tout de suite. Et il faut de la foi. C'est là où il faut de la foi, je pense, de pouvoir se dire que bon, ça va aller C'est avec le ça. temps. Il faut comprendre qu'en 2021, là, quand on s'est lancé, Mhm. évidemment, puisqu'on n'avait pas beaucoup de charges, c'était hyper rentable. On n'avait pas beaucoup de charges. Et puis, les solutions fintech n'étaient pas aussi trop sollicitées. Donc, les solutions fintech n'étaient pas trop sollicitées. C'était des solutions qu'on avait développées pour quelques partenaires dans le domaine des examens et concours, dans le domaine euh, je pense que c'était dans le domaine de la santé, des solutions qu'on avait développées qui nous rapportaient énormément de revenus. Ces deux trucs fait que l'entreprise était très rentable. Et après, on s'est lancé dans notre passion qui était la fintech. Donc là-bas, et puis ça brûlait beaucoup de cash, beaucoup de ressources humaines, beaucoup d'exigences en termes de, je vais dire, de niveau de sécurité. En termes de niveau de sécurité, c'est extrêmement coûteux. Parce que je me rappelle, même notre certification, on a brûlé plus de 50 000 $ de notre certification aux normes PCI DSS 50 pour, 000 dollars, ouais, 60 donc millions. Mhm. voilà, pour montrer que nos plateformes sont sécurisées au tout début. Et voilà que on se lance dans quelque chose qu'on veut, mais c'est normal, ça brûle du cachet. Comme toutes les entreprises, comme vous voyez, c'est le côté, même les grandes entreprises. Uber, on te dit que c'est récemment que a commencé à devenir rentable. Et plein Oui, d'autres entreprises, vous allez voir, c'est 5 ans, 10 ans après. c'est ça qui Et m'a je te donne choqué. Il y a Spotify, c'est voilà. 21 ans après. Donc, maintenant, après, donc, Je pense, je sais pas si c'est c'est Spotify ou quelle boîte, mais il y a une boîte qui c'est après 21 ans qui sont devenus rentables. J'ai appris ça l'année rentable. passée. Ça m'a Voilà. choqué. Donc, nous, c'est ça, cette réalité, je peux te dire que c'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, quand on fait le côté qui nous passionne, a du mal à couvrir l'ensemble des charges que ça produit. Mais de l'autre côté, bon, on essaye quand même de trouver quelques niches, quelques marchés, quelques trucs qui nous apportent un peu de complément financier. Et on arrive à réinjecter dans l'entreprise globalement et puis pour stabiliser les choses. Mhm. Donc, c'est une réalité qui est là. Le cash burn, il y aura le cash burn sur des trucs, même en termes de technologie.
C'est énorme. En termes de ressources humaines, tu es obligé d'avoir les ressources humaines de qualité, Qui coûte. investir pour les garder, Mhm. investir pour le garder, et on veut investir euh, pour les garder, mais en levant des fonds. Mais voilà que ces levées de fonds-là n'existent pas dans notre secteur. Environnement. C'est pas un domaine où tu vas aller, c'est pas des parcelles que tu vas aller donner à la banque. Nous, nos banques ici, c'est des parcelles. Bon, il faut que tu sois riche déjà pour aller donner des parcelles, pour venir trouver le financement. Mais Mhm. ici, quand on dit en termes d'innovation, c'est des gens qui vont te faire confiance sur tes solutions et puis t'aider à tout. Mais au Niger, ça n'existe pas. C'est vrai qu'il existe, mais il y a des gens, c'est des petits tickets. Des petits. Or, la fintech aujourd'hui, c'est des tickets au-delà du milliard. C'est des tickets au-delà du milliard parce que les ressources humaines dont vous avez besoin, c'est pas des gens que tu vas payer avec des miettes, hein. Mhm. C'est des gens vraiment de compétences, je veux dire, de niveau mondial à un certain niveau. Si tu arrives à un certain niveau de futur, c'est que il te faut des ressources humaines, comme je dis, voilà, de worldwide. C'est-à-dire des gens qui, en fait, ils peuvent travailler que pour le Niger, mais même demain, s'ils se retrouvent hors du Niger, en Europe et tout, ils peuvent fournir, ils peuvent travailler, quoi. Mhm. Voilà. Je parle de ce genre de compétences à un certain niveau. Il te faut ce genre de compétences, il te faut du cash Oui, tu m'en parlais pour même dans une discussion qu'on avait stabiliser, pour eue. les payer. Mhm. Voilà. Donc, pour les payer. Ça, je t'en dis ça tout le temps. Et cette réalité est là. Et tu te retrouves un peu bloqué. L'expansion de l'entreprise se trouve un peu pénalisée parce que si tu n'as pas le financement de ce type-là, qui est un truc, un capital risque, parce que c'est un capital risque, ce n'est Mhm. pas un capital que tu pars prendre à la banque, ce Mhm. capital risque-là, il faut trouver comment l'amortir. Et ça n'existe pas au Niger pratiquement. Mhm. Super. Alors, grand frère, merci beaucoup. Le temps est Merci. passé très vite. On a déjà fait 1 heure et demie. J'ai Oui. beaucoup apprécié, j'ai beaucoup appris et je sais que tu as partagé beaucoup de choses et les gens, selon leur domaine, ils sauront comment contextualiser ce que tu as dit à leur réalité. Mais quelque part, même si les domaines diffèrent, l'environnement fait que certaines choses finissent par se ressembler tôt ou tard. Donc, merci beaucoup à toi et merci à tout le monde. Comme je dis, c'est enregistré. Les gens pourront toujours revoir ça au fur et à mesure. Dès que ce sera posté, je t'enverrai le lien aussi. Comme ça, tu pourras OK. y jeter un coup d'œil. Merci beaucoup à toi. OK. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. On t'a retenu au bureau jusqu'à 22 heures. Tu vas m'excuser pour ça. Merci. Merci beaucoup et on se prend après, Inch'Allah. Après, merci Ahmed. Bye bye. Et bien, OK, au revoir. Merci beaucoup. Ouais, merci.